Merci d'écouter Détour vers le futur, le podcast du Quai des Savoirs. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire exceptionnelle, celle du projet BioFace. S'il y a des cancers sur lesquels nous sommes plutôt bien sensibilisés et informés, il en est d'autres qui restent encore très méconnus malgré une fréquence importante dans la population. C'est le cas notamment des cancers de la tête et du cou qui touchent environ 17 000 nouveaux patients chaque année en France. La réparation post-traitement au niveau du visage est quelque chose d'extrêmement délicat mais pour autant plein d'espoir avec des travaux de recherche toulousains et notamment de l'impressionnant projet BioFace à la jonction entre la recherche sur les matériaux bio-inspirés et la recherche médicale. Pour vous raconter ce projet, nous avons la chance d'accueillir la professeure Agnès Dupré-Bory, chirurgienne au CHU de Toulouse, spécialiste de reconstruction faciale et porteuse du projet BioFace. Bonjour Agnès. Bonjour. Notre second invité est enseignant-chercheur au CIRIMAT, le Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux, à Toulouse, où vous travaillez depuis plusieurs années sur des biomatériaux, en particulier ceux que vous avez mis au point pour le projet BioFace. Bonjour David Grossin. Bonjour. Alors, le point de départ de cette recherche, c'est d'abord un constat, celui de l'augmentation du nombre de cancers de la tête et de la bouche qui nécessitent parfois des opérations chirurgicales lourdes, pouvant aller même jusqu'à l'ablation d'une partie de la mâchoire ou du visage. On imagine alors le calvaire pour les patients frappés à la fois par une maladie et par le fait d'être défigurés. Agnès Dupré-Bory, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément sur cette forme de cancer ? Comme vous l'avez dit, les cancers de la tête et du cou sont des cancers qui sont peu connus mais de plus en plus fréquents. Et pour les traiter, on est obligé de faire plusieurs traitements. Donc souvent d'abord une chirurgie et après on peut associer d'autres traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. La chirurgie nécessite de retirer le cancer largement, donc avec des zones de sécurité tout autour, c'est-à-dire du sinusin tout autour et des fois donc un os du visage. Une opération, quoi. Ça veut dire que c'est ça consiste c'est une à opération. Retirer, en fait. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi il y a une augmentation de ces cancers ? Alors, est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a une augmentation vraiment ? Et est-ce qu'on en connaît la cause ou les causes ? Alors, il y a une augmentation du nombre de cancers de la tête et du cou, et avec deux localisations privilégiées. Les cancers de l'oropharynx, c'est les cancers de l'amygdale et de la base de langue. Et eux, on sait qu'ils sont liés à un virus qui est le virus HPV. Et le seul moyen d'arrêter la progression, c'est la vaccination. Et après, les cancers de la bouche, dont le nombre augmente depuis plusieurs décennies. Le nombre de cas a doublé chez la femme entre les années 90 et maintenant. Et pour le coup, on ne sait pas encore pourquoi. Est-ce qu'on voit déjà des évolutions par rapport au traitement ? Parce que vous parlez d'ablation, c'est des ablations conséquentes, il y a des parties importantes qui sont retirées. Ça prend quand même un certain temps. Comment c'est géré ? Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus la chirurgie est moins lourde et moins invasive. Mais effectivement, quand le cancer il est assez important, on est obligé de faire des chirurgies extrêmement lourdes qui consistent à retirer le cancer, retirer les ganglions et dans le même temps, on fait une reconstruction et on prend une partie du corps ailleurs avec les vaisseaux. C'est ce qu'on appelle un lambeau libre. Et on doit remettre cette greffe au niveau de la zone du visage qu'on a dû enlever. Et c'est une intervention qui nécessite 8 à 12 heures. Et ça peut se faire dans le même temps. On peut retirer le cancer et amener une partie en remplacement quasiment instantanément. On fait tout en même temps. On travaille à 2 équipes chirurgicales en même temps. Une équipe enlève le cancer et une équipe reconstruit dans le même temps. Alors ça, c'est un sujet qui nous ramène plus d'un siècle en arrière, avec ceux qu'on a appelés les gueules cassées, tous ces soldats qui revenaient du front en 14-18 avec des blessures importantes au visage, notamment à cause des explosions. À l'époque, ni la médecine ni la chirurgie ne pouvaient faire grand-chose pour eux. Il faut même rappeler que les gueules cassées n'étaient pas considérées comme des invalides de guerre. Heureusement, une sculptrice américaine, Anne Ladd, a eu l'idée de leur fabriquer des masques personnalisés. Chère Madame Ladd, je vous suis très reconnaissant. Et cette reconnaissance durera toujours. Je ne pourrai pas l'oublier, car je porte et porterai toujours les merveilleux appareils que vous avez conçus. C'est grâce à vous que je puis revivre un peu. C'est grâce à vous que je ne suis pas enterré dans le fond d'un vieil hôpital d'invalides. J'ai expliqué aux membres de l'association des mutilés que c'était vous qui avez créé le genre d'appareil que je porte, et leur ai fait voir les premiers appareils que vous m'avez faits. Aussi, notre camarade président et tous nos camarades présents à la réunion me prient d'être leurs interprètes auprès de vous pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nos grands camarades mutilés et pour moi. En attendant que j'aille vous voir et dire à vos compatriotes tout le bien que vous nous avez fait et tout celui que nous pensons de vous, acceptez, chère Madame Ladd, mes meilleures amitiés. Maréchal Marc.
Alors on sent bien toute l'émotion et la reconnaissance de ce soldat pour cette Madame Lade dans cet extrait d'un documentaire sur les gueules cassées diffusé par France Culture en 2021. On pourrait aussi évoquer le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel qui se déroule à peu près à la même époque, au tout début des années 1920 et qui raconte aussi une histoire de masques et de gueules cassées. Alors si on avance un petit peu dans le temps pour revenir à aujourd'hui, qu'est-ce que les chirurgiens ont pu faire pour tenter de réparer ces visages mutilés, Agnès Dupré-Bory? Cette Madame Lade était le précurseur des épitheysistes. Donc c'est un métier particulier, qui est un métier formidable, qui consiste à recréer des parties du visage sous forme de masques en silicone que les patients vont soit porter de manière collée, soit porter avec des implants. Donc c'est une technique de reconstruction, mais ce n'est pas une vraie partie de leur corps. L'autre technique consiste à reconstruire le corps, dont on parlait tout à l'heure, avec des lambeaux, donc une partie du corps lui-même qu'on va remettre en place. Donc là, on prend un petit morceau d'os quelque part et on va le remettre ailleurs. Donc par exemple, un petit morceau de hanche qu'on va remettre au niveau de la mâchoire. Ça peut être de la hanche, ça peut être un os du visage, ça peut être l'omoplate. On va prendre cet os avec les vaisseaux qui nourrissent cet os. On va devoir donner à cet os la forme de la partie du visage qu'on a enlevée. Et ensuite, sous microscope, on va brancher les vaisseaux de cet os à des vaisseaux qui sont dans le cou, au niveau de la région temporale. Ouf. Tel que vous en parlez, c'est très malléable, c'est quelque chose que vous pouvez façonner, c'est ça? Alors, on peut le découper en plusieurs morceaux pour essayer de recréer la structure 3D qu'on a dû enlever. Mais après, c'est pas toujours aussi simple. Et des fois, le résultat, il n'est pas forcément optimal, pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et c'est là qu'arrive le Cirimat et David Grossin. Parce que l'os, donc, c'est quelque chose de malléable. C'est quoi l'os? C'est pas du caillou. Et non, c'est pas du caillou. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, donc c'est un matériau composite, si on le regarde. Donc, est composé d'une phase minérale et d'une phase organique. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement à cette phase minérale. Ça s'appelle l'apatite, ou aussi de l'hydroxyapatite. Ça veut dire que c'est ça qui constitue l'os? C'est un des constituants de l'os. Et donc, l'os, c'est un matériau qui est vivant et donc qui va être remodelé continuellement par des cellules. Donc, on va peut-être pas donner le nom des cellules, mais en gros, en tout cas, ça a lieu tout le temps. Et du coup, si on veut imiter l'os, on espère à terme arriver à faire quelque chose d'aussi vivant que l'os. Quand vous dites que c'est vivant, c'est par exemple dans le cas de fracture, l'os arrive à se réparer, c'est-à-dire qu'on l'immobilise et on arrive à le réparer, c'est ça? Exactement. L'os est capable de, que ces cellules qui vont détruire puis reconstruire, de refabriquer, remodeler l'os. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire assez naturellement. Si vous avez un trou sur un os de 1 cm ou moins, il va être capable de se remodeler. Après, comment on fait pour le reste? C'est là où... Oui, parce qu'effectivement, quand on voit bien que quand on est à la naissance, l'os n'est pas dans sa taille définitive. Donc, c'est quelque chose qui évolue et qui évolue au cours du temps. La composition, elle évolue aussi entre le moment où on est et le moment où on est vieux. Alors, il y a des études qui sont faites qui ont montré qu'il y avait des variations de cette composition, mais ça reste quand même assez relativement faible. C'est stable. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on essaie de travailler sur un matériau, un biomatériau, c'est-à-dire un matériau qu'on peut mettre dans l'organisme humain? Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on veut imiter l'os? Alors, justement, il faut bien définir ce que c'est qu'un os, et on peut imiter sa physico-chimie, c'est-à-dire notamment ses atomes dedans, son organisation à différentes échelles. Les os, je pense que vous avez tous mangé des os de poulet, ou vous avez peut-être coupé à travers, ou même d'autres types d'os, vous voyez, qui sont plus ou moins spongieux. Donc, c'est aussi ce genre de choses qu'on veut imiter, et surtout, on veut imiter les fonctions. C'est-à-dire qu'il y ait un support mécanique suffisant, notamment par exemple pour le maxillofacial, qu'on puisse arriver à manger. Et donc on travaille sur ça, comment on peut faire pour imiter l'os. Et on sait le faire ça aujourd'hui? Alors on sait en partie faire ça, on n'a pas quelque chose qui est aussi bien que l'os, on aimerait bien. C'est des millions d'années d'évolution quand même. Ouais. Oui, et en fait la nature sait très bien faire ça, mais nous c'est encore un peu compliqué, même si dans la science-fiction il y a plein de gens qui l'imaginent, nous on est encore un peu à la traîne. Et donc on sait déjà imiter en partie l'organisation de l'os, et ça va être important pour les problématiques de vascularisation qui sont un élément clé. Et je pense qu'Agnès pourra confirmer que c'est quelque chose qui a un cœur sur ça. Alors, vascularisation, ça veut dire qu'il y a du sang qui passe dans l'os, si je grossis le trait, c'est ça? Et donc, racontez-nous cette histoire du néo-né, d'un nez que vous avez pu reconstituer à partir, justement, de prothèses qui a été vascularisée dans le bras du patient, si j'ai bien compris. On a commencé à travailler avec une société qui s'appelle Serum, qui est une société belge qui fabrique des implants à base d'hydroxyapatite dont a parlé David.
L'idée, en fait, c'était pour la reconstruction actuellement du nez. Donc, quand on est obligé d'enlever un nez dans le cadre d'un cancer, soit de la peau, soit un cancer qui est à l'intérieur du nez, on fait soit une reconstruction avec des épithèses, dont on a parlé tout à l'heure, soit on fait des chirurgies qui sont très lourdes, où on va prendre des greffes un peu partout dans le corps, au niveau du front, au niveau du bras, au niveau des côtes. Et il faut 5 à 10 chirurgies au minimum pour refaire un nez avec plusieurs mois, voire plusieurs années de reconstruction. Parce qu'un nez, il n'y a pas d'os dedans, c'est du cartilage. Alors, il y a de l'os. Il y a de l'os. C'est ce qu'on appelle l'arête nasale, justement, les os propres du d'accord. nez, et il y a Ok. du cartilage. D'accord. L'idée du projet, c'était de permettre à des patients de faire des chirurgies de reconstruction, mais moins lourdes. Donc, on imprime en 3D à partir du scanner d'avant le cancer du patient les structures rigides, donc la partie des D'accord. os et la partie des cartilages, en hydroxyapatite, et on va le mettre en nourrice sous la peau du bras. Donc, quand on dit qu'on met en nourrice, c'est que cet implant d'hydroxyapatite va être colonisé par les cellules qui sont sous la peau du bras pendant une certaine période, minimum 2 à 3 mois. D'accord. Une fois que cet implant est colonisé, qu'on a recréé le nez au niveau du bras, donc le patient il a son nez au niveau du bras pendant 2-3 mois qu'il garde D'accord. comme ça, mais ça ne les gêne pas trop. C'est pas grave, il met une manche. C'est ça, on le protège avec un pansement. Ensuite, on va transplanter ce nez créé au niveau du bras avec les vaisseaux qui nourrissent la peau du bras au niveau de la région du nez et rebrancher sous microscope ces vaisseaux, des vaisseaux qui sont au niveau de la région temporale. Waouh. Et donc là, du coup, on arrive à avoir une intégration qui se fait plus facilement. Ça permet, par rapport aux épithèses ou par rapport même à la durabilité de l'implant qu'on met, c'est une grosse avancée d'avoir ce type de fonctionnement. Alors l'épithèse, en fait, c'est une reproduction parfaite du nez, mais les patients sont obligés de l'enlever le soir. C'est ça. Euh, Oui, c'est ouais, un masque en fait. C'est un comme masque, ils doivent l'enlever pour Ouais. se moucher. Et certains patients auront du mal à les garder parce que ça ne fait pas partie de leur corps. Donc l'idée, c'était de proposer une reconstruction plus simple que ce qui est proposé avec 5 à 10 chirurgies sous anesthésie générale au niveau de la région de la face. Là, on reproduit un nez au niveau du bras. Et une fois qu'il est prêt, on va le remettre au niveau de la région nasale. Mais est-ce que vous reproduisez aussi les fonctions du nez? Parce que le nez, ça sert à sentir, ça permet la perception, en fait. Donc là, on parle de la forme du nez, si je comprends bien, l'os qui va tenir le nez. Et du coup, ça permet aux patients de retrouver des capacités olfactives, par exemple? Alors, on ne touche pas en fait aux cellules de l'olfaction, mais les patients qui ont eu en fait la reconstruction, eux, ils ont l'impression qu'ils sentent mieux. Je pense que c'est psychologique, mais aussi parce que le flux d'air est un peu plus fin quand ils repassent dans la zone de la reconstruction et peut-être leur permet de mieux sentir. Et donc, vous imprimez avec l'hydroxyapatite. Apatite. Merci. Donc, on est capable aujourd'hui de faire, à partir d'un scanner 3D d'un patient avant son opération, si j'ai bien compris, on est capable de refabriquer son nez avec une imprimante 3D, tout simplement, je dirais, qui va venir couche par couche reconstituer le nez du patient. Alors c'est ça en version très simple, mais c'est un peu plus complexe en pratique. Ça Oui, prend j'imagine. à peu près une quinzaine de jours environ pour le faire actuellement. Et donc il y a tous les aspects aussi de design qui doivent être faits, Oui. notamment pour orienter l'organisation du matériau, pour permettre cette vascularisation justement, et aussi pour pouvoir construire le matériau et après faire toutes les différentes étapes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de sécurité quand même qu'il faut respecter pour faire ce genre de choses. Oui, j'imagine. Donc ça c'est... Et je reviens sur cette histoire d'hydroxyapatite. Est-ce que le fait de fabriquer et d'utiliser de l'hydroxyapatite avec l'imprimante 3D, ça change beaucoup par rapport au fait d'utiliser, parce qu'on pense par exemple aux prothèses de hanche où on est avec du métal, est-ce que du coup ça change quelque chose? On ne pourrait pas avoir un nez en métal? Ah, Agnès. En fait, le métal comme le titane, qu'on utilise beaucoup en médecine, il ne s'intègre pas au corps. En fait. Il y a pas de... Là, l'objectif de l'implant, c'est d'avoir une porosité intérieure particulière qui permet aux cellules de rentrer dedans et que ce biomatériau soit intégré au corps. Le titane, ça l'est pas, c'est un matériau, Ça reste un matériau. qui a tendance à sortir surtout à travers des tissus fins, et notamment chez des patients qui ont de la radiothérapie. Il faut ajouter qu'en fait, quand on met un corps étranger dans un corps, justement, et bien à ce moment-là, il y a un tissu fibreux généralement qui se forme pour isoler, en fait. C'est le moyen de défense Oui, du c'est corps. ça. Et Et donc, oui. du coup, ça peut être problématique. Alors que là, finalement, on essaie presque pas de berner le corps, mais un peu quelque part. Totalement, oui. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça, vous essayez de faire en sorte que le corps voit plus la différence avec cet implant, qu'il le traite comme lui-même, c'est ça. Exactement. On fait une sorte d'échafaudage, en fait, qui permet aux cellules de rentrer dedans. Et de cette manière, ça permet de faire un implant à vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va durer
C'est ça ou pas? Oui. Bah, c'est ce qu'on aimerait, hein, c'est ce qu'on aimerait. Oui, ça c'est le projet en fait. Alors, Ouais. du coup, le projet BioFace, parce que pour le moment, on n'en a pas encore parlé, mais c'est quoi le challenge de ce projet BioFace? Est-ce que c'est cette durabilité? Quels sont les nouveaux challenges que vous avez par rapport à déjà ce miracle quand même de pouvoir refaire un nez? Alors, si on regarde le projet BioFace, on veut le faire sur la mâchoire et du coup, il y a des problématiques qu'a rencontré Agnès et donc, notamment mécaniquement, il faut avoir quelque chose d'un peu plus résistant pour la mâchoire. Et puis, il peut y avoir des problèmes aussi quand on fait des opérations dans le temps, des migrations de DM qu'on va essayer de limiter. Et si on prend tout ça, il y a plusieurs solutions et aussi les problèmes infectieux aussi. Et donc, c'est là que va arriver la solution que Agnès va nous présenter. On ne s'est pas entraîné. Hein, mais bon. Dans le projet BioFace, l'objectif, c'est de reconstruire la mâchoire ou les os du maxillaire pendant la chirurgie où on enlève le cancer. Pour la reconstruction Ah oui. du nez, Pour en faire fait, en on a immédiat. fait des reconstructions à distance de la prise en charge du cancer. Alors que là, c'est vraiment reconstruire pendant la même opération. Donc, les patients, ils vont avoir la chirurgie d'exérèse du cancer, la reconstruction, et après, ils vont en plus avoir de la radiothérapie. Et donc, il faut que le biomatériau, en plus, reste intégré au corps malgré la radiothérapie. Donc, ça fait partie des challenges un peu plus difficiles du projet BioFace. Et là, en fait, comment ça marche? C'est que vous rencontrez des challenges par rapport à des traitements de patients et vous venez voir David en lui disant « Bon alors David, voilà mon problème, est-ce que tu peux résoudre ça ?» C'est comme ça que ça fonctionne? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'elle a déjà une bonne idée peu des choses quand même. qu'il faut. Donc, on en discute tous ensemble, mais en plus, c'est des consortiums beaucoup plus gros que ça. Hein, Oui, c'est des travaux de grosses On est équipes. obligé Oui. d'être plusieurs pour arriver à trouver des solutions. Mais après, oui, c'est l'avantage de travailler entre cliniciens et chercheurs, c'est qu'on a une problématique clinique et on réfléchit tous ensemble pour trouver une solution. On Ok. part pas de quelque chose qu'ils auraient créé, et puis ensuite ils nous disent à quoi ça peut servir. C'est ça, c'est que là, on n'est pas sur de la recherche fondamentale par ailleurs. C'est que là, il y a vraiment cette question de la recherche main dans la main entre la recherche sur les matériaux et la recherche médicale par rapport à des challenges et des Exactement. situations que vous rencontrez. Parce que les patients, même si on fait la reconstruction dans le même temps actuellement, il y a des échecs, à peu près 5 à 8% d'échecs de reconstruction. Il y a des séquelles sur les sites donneurs et le résultat n'est pas toujours parfait. Oui, ça, c'est quand on prend de l'os à un autre endroit. Exactement. Donc là, l'objectif, c'est de faire une reconstruction avec des biomatériaux pour éviter les échecs, avoir la reconstruction la meilleure possible et pouvoir le faire pour tous les patients. Et instantanément, quoi. Oui. Il faut dire que ce projet BioFace, c'est pas juste vous deux, évidemment, mais ça s'inscrit dans un consortium, comme vous disiez, David, plus large. Il y a combien de centres de recherche ou même de pays qui sont impliqués dans ce consortium? Donnez-nous un peu une échelle de grandeur avec les budgets aussi, et je crois que ça dure jusqu'en 2030 ou 2032. Alors, on a eu un financement du gouvernement, donc de France 2030, l'Agence nationale de recherche de 4,3 millions, 4,4 millions presque. Et c'est un projet qui vaut 12 millions d'euros. D'accord. Et on est 7 partenaires. Et chaque partenaire amène de l'argent en plus, parce que chaque partenaire croit au projet et amène de l'argent pour aller au bout du projet. Et comment vous vous situez à l'échelle internationale? Est-ce que il y a d'autres projets tels que le vôtre dans le monde? Est-ce qu'aux États-Unis, en Israël, au Japon, enfin dans des pays où il y a beaucoup de recherche aussi médicale appliquée? Des projets de ce type, non, il n'y en a pas d'autres dans le D'accord. monde qui évaluent cette approche-là comme la nôtre. Et là, pour le moment, vous en êtes où de ce projet? Les biomatériaux sont faits. On doit d'abord faire des essais pour vérifier qu'ils supportent la radiothérapie, donc avec un petit modèle de rongeur. Donc ça, c'est en cours. Et ensuite, l'autre objectif du projet, c'est d'essayer d'éviter l'expérimentation animale inutile. Et il y a de plus en plus de cas de cancer de la cavité buccale chez l'homme, et il y en a de plus en plus aussi chez l'animal de compagnie, chez les chats et les chiens. Actuellement, il y a des animaux de compagnie qui sont traités dans les cliniques vétérinaires spécialisées, qui sont opérés et qui ont de la radiothérapie, voire de la radiochimiothérapie, et qui ne sont pas reconstruits. Donc pour le projet, on veut en fait faire de la reconstruction à ces animaux de compagnie, les suivre pendant leur parcours de soins, donc ils vont être opérés, ils vont avoir leur traitement par radiothérapie, et ensuite on va les suivre pendant 12 mois. Et si ça marche chez eux, ce sera un meilleur modèle prédictif du fait que ça marche chez nous pour aller à l'essai clinique. Et c'est ce qu'on appelle une approche une seule médecine, c'est essayer d'aider le côté vétérinaire et l'environnement pour aider le côté humain. Oui, et sans blesser des animaux pour tester des choses. Sans faire des modèles qui en plus ne reproduisent pas ce qui se passe chez nous. J'ai été dans le coma quelques mois. Et depuis mon réveil, il y a des années, j'ai l'impression de ne plus vraiment exister. J'ai été opérée il y a 2 semaines. 5 heures d'intervention.
Je n'ai pas tout compris de ce qui m'a été expliqué. Ce ne sera pas de l'os, ce ne sera pas de la peau, mais des matériaux de synthèse parfaitement tolérés par l'organisme et dont les caractéristiques sont semblables à celles de l'os et de la peau. Le chirurgien m'a opéré avec l'aide d'un Medibot muni d'une dizaine de bras et piloté par une IA. Le moment est venu. Il commence à retirer mes pansements. Je stresse. Sous les bandages, ça me démange. Quelle étrange sensation. Les bandes sont retirées, lentement, l'une après l'autre. L'infirmière me sourit. Je ne me vois pas. Je tourne le dos au miroir. Des souvenirs de l'accident m'assaillent. La voiture qui fait m'embarder, les tonneaux. Je ne me sens pas bien. Le vertige de l'incertitude, de l'espoir, la peur de la déception. Je ne me sens pas bien, l'espoir. Une dernière bande est ôtée. La peur de la déception. Le silence, lourd, oppressant. C'est parfait, dit le chirurgien. L'infirmière me sourit à nouveau. Vous êtes prête, me demande-t-elle. J'acquiesce machinalement. Le chirurgien fait pivoter mon siège. Je mets un moment à réaliser que c'est moi, là, dans le miroir. Pourtant, je n'ai pas changé. Je suis telle que j'étais avant l'accident, comme si toutes ces années n'avaient jamais existé. Alors, me demande le chirurgien. J'ai retrouvé mon visage. Je revis. Merci, docteur. Texte, Licam. Voix, Corinne Mariotto. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Alors cette scénette du futur, imaginée par notre autrice de science-fiction Licam, nous parle du patient, de son vécu, de son émotion face au processus de reconstruction, à la fois du visage, mais aussi de son identité. Quelle place faites-vous aux patients dans ces projets, et notamment sur la dimension psychologique ? Le projet est soutenu par des associations de patients, et notamment une association qui s'appelle Corasso, qui est l'association principale qui représente les patients qui ont des cancers de la tête et du cou. Et voilà, ils ont été interrogés dès le début, dès le montage du projet, et ils font partie d'un comité scientifique, c'est-à-dire qu'une fois par an, on leur représente les avancées du projet, on les réunit et voilà, ils font partie intégrante. Ouais, parce que toute cette dimension justement liée à l'identité, le visage c'est vraiment le siège un petit peu de l'identité d'une personne. Donc vous travaillez sur cette reconstruction. Là, dans la petite nouvelle, on vient d'entendre que finalement elle a rajeuni la personne grâce à cette reconstruction. C'est des éléments, j'imagine, qui doivent être assez importants aussi au quotidien dans le contact avec les patients. C'est quelque chose qui est très important. On propose à tous les patients, bien sûr, des soutiens psychologiques dès le début. Et pour les patients pour lesquels, malheureusement, par exemple, la reconstruction avec la technique actuelle n'a pas marché ou elle n'est pas aussi parfaite, pour eux, c'est très difficile à vivre. Il y a des patients qui mettent des systèmes pour cacher les miroirs après, pour plus se voir. Voilà. Oui, c'est qu'il y a une réappropriation de son corps qui est quand même sacrément compliquée. Et alors du coup, alors, les prochains verrous, leviers, les questions à poser? Alors effectivement, il y a ce matériau de l'hydroxyapatite qui est développé, le scan 3D, la fabrication. C'est quoi les verrous à lever pour que ce soit quelque chose qui puisse se généraliser? Moi, je pense que c'est assembler tous les différents éléments, et donc il faut aller vers un matériau qui soit composite. Et donc, ça, c'est aussi un petit peu compliqué à faire. Et puis, il y a des grosses contraintes réglementaires, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut être sûr que ça puisse fonctionner. Ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et beaucoup de tests cliniques. Et on espère le moins possible de tests sur les animaux aussi. Et donc, il faut aussi des modèles qui soient adaptés. Et puis, il y a une variation aussi assez importante entre les différentes personnes. Et du coup, on parle beaucoup de personnalisation. Alors là, on imagine la personnalisation qui ne soit pas que de la géométrie, mais aussi personnalisation du traitement pour favoriser, en fait, Alors, ça peut être aussi des choses qui permettent de lutter contre le cancer, mais favoriser aussi la reprise. Donc, c'est pas forcément si simple que ça, mais a priori, chacun des éléments, on doit les avoir un peu. Donc, il faut quand même arriver à assembler ça.
Et c'est quoi le pas de temps entre le moment où vous mettez au point dans votre laboratoire et puis le moment où dans les CHU, en France et ailleurs, la technique commence à pouvoir se développer? C'est quoi? C'est 10 ans qu'il faut pour obtenir les autorisations, les tests, etc. Ça peut être plus rapide? Moi, je dirais une dizaine d'années pour pouvoir après commencer peut-être les tests cliniques. Alors là, pour Bioface, on a moins de temps parce qu'on doit aller en 5 ans, du début du projet jusqu'à la fin de l'essai clinique. Donc dans 2 ans, en fait, on est censé aller à l'essai clinique. Donc on aura en fait eu les résultats sur les animaux de compagnie. On n'ira pas à l'essai clinique tant qu'on n'est pas certain que ce sera assez bien toléré et que la réponse clinique ne sera pas parfaite pour les patients. Et après, c'est un essai clinique avec des procédures vraiment très bien établies pour arrêter si jamais ça ne va pas. Et voilà, tout est très bien coordonné, mais ça va être assez rapide. Le timing est serré. Ouais. Est-ce que vous faites des simulations? Enfin, question stupide peut-être, mais est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle, par exemple, dans cette recherche? Puisque c'est la question qu'on pose quasiment systématiquement à tous les domaines de recherche. Est-ce que ça peut vous permettre de faire un gain de temps? J'en sais rien. Alors, pas encore, pas sur ce projet-là, pas à ma connaissance en tout cas, mais du coup, sans doute que ça pourrait nous aider, au moins pour le côté un peu prédictif qu'il pourrait y avoir sur ça, notamment du comportement une fois assemblé, mais dans ce projet-là, on ne travaille pas dessus. Après, il y a eu plein d'essais, par exemple, pour vérifier que les biomatériaux résistaient en fait, à la mastication. Il y a eu plein d'essais mécaniques. On a fait des essais aussi sur des pièces anatomiques, des patients qui ont donné leur corps à la science. Donc, on a fait des essais d'assemblage. Et après, il y a les essais précliniques sur les animaux de compagnie. Et ensuite, seulement, on ira à l'essai clinique. Et là, parce que vous parliez effectivement de la résistance à la mâchoire, enfin de la mâchoire, du coup, on a une idée de la résistance que ça doit avoir par rapport à quelque chose d'inerte. Il y a une pression particulière, ça se mesure, c'est évident, mais alors, j'ai pas pour forcément se rendre compte de ce que ça peut représenter, parce qu'on n'est pas des alligators non plus, quoi. Non. C'est un des muscles les plus puissants, la mâchoire, non, je crois. Alors, je suis pas sûr que ce soit des muscles les plus puissants, je suis pas assez calé pour vous répondre sur ça, mais tout ça pour vous dire que le message le plus important, c'est pas qu'on veut faire mieux que l'os. On veut faire aussi bien. Voilà. C'est vraiment l'imitation de ça. Si on a des propriétés mécaniques qui sont trop supérieures, eh bien, il va y avoir des problématiques de tenue dans le temps du matériau. Et c'est l'os qui va souffrir à côté. Alors, une question moins rigolote, mais si du coup on est dans quelque chose de très proche de l'humain, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un cancer puisse se redévelopper dessus? Alors, actuellement, quand on enlève le cancer et qu'on fait la reconstruction, le cancer il ne se développe pas sur la reconstruction. Donc là, ce sera la même chose. Très bien, écoutez, je pense que ce projet Bioface est quelque chose qui nous passionne ici, en tous les cas, dans ce studio. J'espère suivra. Voilà, j'espère que vous aussi, à l'écoute de ce podcast, on suivra en tous les cas les avancées et les résultats, on espère, du projet Bioface. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos 2 invités, Agnès Dupré-Bory et David Grossin. Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chiquano et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. À la réalisation Arnaud Maisonneuve et à la prise de son Laurent Codoul. Le mois prochain, nous partons vers un tout autre décor, celui du recyclage, de la réparation et de l'upcycling. Et en attendant, vous pouvez réécouter ce podcast et tous les autres sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer et abonnez-vous pour ne manquer aucun nouveau détour vers le futur. Ciao.